Bonjour à tous, première émission depuis le retour à une vie à peu près normale. Premier Zoom Social Gun. On a un invité très spécial aujourd'hui, Monsieur Édouard Jay, qui est l'un des meilleurs suiveurs de l'Olympique Lyonnais depuis, depuis très 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 longtemps. Et ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir. Donc il y a Amine qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Amine. Bonjour, salut, Il y a bonjour à Maël tous. qui est là avec nous Salut aussi. Randy. Et donc il y a Monsieur Jay qui est avec nous. Ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir. Et ben bonjour à vous déjà. Bonjour, et puis comme je vous l'avais dit, j'aime bien échanger, j'aime bien partager et éventuellement éclairer des petites choses. Donc, c'est mon côté famille en fait. Mes parents étaient professeurs, donc il y a toujours cet aspect transmission, essayer d'expliquer les choses. Voilà. Donc, ça fait combien de temps vraiment que vous suivez l'OL, vous? Je suis arrivé à Lyon en 98, donc ça fait 22 ans que je suis l'OL, donc j'ai vraiment vu toute l'évolution du club en même temps que ma radio, mon média se développait aussi dans le sport. Donc en fait, voilà, 98, novembre 98, ça m'amène à février 99 avec l'arrivée de Jérôme Sédou et des finances de Pathé dans le groupe. Derrière, au mois de juin, l'arrivée de Sonny Anderson et les premiers gros coups dans cet été-là. Donc voilà, j'ai toute la montée en puissance de l'OL, on va dire époque contemporaine qui correspond aussi à l'évolution de notre groupe RMC a été repris en 2001 et à partir de ce moment-là, on a eu sur notre antenne beaucoup de sports. Donc en fait, au fil du temps où l'OL montait en puissance au niveau présence médiatique, et bien nous, au niveau de notre groupe, on faisait de plus en plus de sport. Donc il y a eu une concomitance de tout ça. Et moi, j'étais au cœur de on va dire, de ce parallélisme assez intéressant entre la montée du foot à l'OL, à Lyon, et puis la montée du sport sur notre antenne. Donc c'est assez formidable parce que voilà, sur notre antenne, quand j'ai débuté, je le dis toujours, les premiers matchs que je faisais le samedi soir, on n'avait pas la possibilité, parce que je ne faisais pas que le sport, on n'avait pas la possibilité d'aller à l'entraînement la semaine. On commentait les matchs le samedi ou le dimanche, voilà, sans voir les entraînements de la semaine. Et ensuite, maintenant, on en est à faire presque en exagérant 8 heures par jour, alors pas sur l'OL, mais sur le sport. Les week-ends, samedi, dimanche, on ne fait que ça dans les saisons normales. Donc voilà, j'ai appris à suivre l'OL et puis on a eu tout plein d'émissions. Le dimanche matin, l'Arc Foot, on a eu le premier after en avril 2006 après la défaite à Milan. Voilà. Justement, après tant d'années au plus près du club et de son évolution, qu'est-ce que ça représente l'OL pour vous? Ça représente pour moi personnellement, j'ai beaucoup appris à travers l'OL. J'apprends beaucoup parce que déjà c'est un club qui m'a permis de visiter beaucoup de pays, de voir beaucoup de différentes cultures. Alors certes, j'avais déjà cette ouverture, on va dire, d'esprit parce que j'ai suivi pendant une vingtaine d'années la Coupe du Monde de ski, donc un certain nombre de pays je les connaissais. Alors après, quand on se déplace avec l'OL notamment, on ne fait pas beaucoup de tourisme, hein, mais au moins ça nous donne l'envie de retourner à certains endroits. Par exemple, je sais que de tout temps, la Turquie, par exemple, je disais, mais jamais je vais aller dans ce pays. J'avais peut-être des images dans la tête un petit peu noires. Et puis finalement, à force d'y aller avec l'OL, j'y suis retourné 2, 3 fois à titre perso, tellement c'est un beau pays. Donc, j'ai découvert beaucoup de choses, j'ai découvert des gens aussi à travers les livres que j'ai pu faire avec Juninho, avec Kouvou ou avec d'autres. J'ai appris des pays aussi, j'ai appris des cultures. Donc ça, c'est très, très, très intéressant. Et puis, vu que le foot, l'OL, c'est quand même du spectacle vivant. Du coup, on apprend aussi beaucoup sur la vie parce qu'on apprend que oui, il y a des moments de gloire, il y a des moments de beauté, il y a des moments plus tristes, il y a des moments de doute. Voilà, et en fait, la vie d'une équipe tout au long d'une saison, c'est jamais un long fleuve tranquille. Et puis, surtout, ça apprend. Ça apprend à l'homme que je suis. Puis j'ai aussi appris la gagne aussi. Vous avez connu la période vraiment de la gagne, justement, de l'OL. Est-ce qu'il y a, on va dire, un top 3 de joueurs qui vous ont marqué à cette période? Alors forcément, il y a Juninho parce que Juninho, j'ai une histoire particulière avec lui. J'ai fait sa première interview quand elle est arrivée. J'ai fait sa première interview en français.
je l'ai beaucoup suivi. On a toujours eu un lien particulier, même si c'est quand même quelqu'un qui va, c'est pas quelqu'un qui donne des infos ou voilà, qui est très, mais toujours eu voilà, quelque chose de particulier avec lui parce que aussi il y avait tous ces coups francs. On savait que ça pouvait faire quelque chose. C'est quelqu'un qui avait la gagne en lui. Puis après, j'ai eu la chance parce que on l'a bien chauffé pour faire son livre de sa carrière à Lyon. Donc c'était en 2009 quand il est parti. Donc on est allé chez lui à Récif. Ensuite, quand s'est agi de chercher quelqu'un du niveau de RMC pour faire la 2014 la Coupe du Monde, la montée en puissance de la Coupe du Monde au Brésil, à Michel, je leur dis demandez à Juninho. Et puis Juninho a dit oui, donc du coup, ça a ouvert un peu des portes pour lui en tant que consultant du côté de TV Globo ensuite, au Brésil. Et puis après, c'est vrai qu'on a toujours gardé des liens, même quand il était au Qatar, à New York, et puis régulièrement, je lui envoyais des petits messages par WhatsApp en lui disant peut-être qu'un jour, on verra, je te verrai en tant que directeur sportif ici ou là. Je me rappelle, c'était à Barcelone en mars dernier, mars 2019. Et puis, à chaque fois, il me répondait, sauf ce WhatsApp-là. Et après, au bout d'un mois qu'il ne m'a pas répondu, j'ai commencé à lui dire, « Ouh là là, tu me caches quelque chose ». Bon, voilà. Donc après, c'est pour ça que j'ai pu avoir quelques infos sur son retour à ce moment-là. Donc voilà, Juninho, forcément. Après, c'est difficile, le top 3. C'est difficile parce que chacun apporte, forcément derrière, il y a Sidney Govou et Grégory Coupet parce que ce sont des joueurs qui ont gagné tous les titres. Voilà, Juninho en a gagné 7, mais il n'a pas gagné la Coupe de la Ligue. Et les deux autres ont tout gagné, de la Coupe de la Ligue au doublé Coupe de France, avec chaque fois des choses importantes parce que Sidney Govou, il a marqué l'un des buts du premier titre en 2002, il a marqué le but de la Coupe de France en 2008. Du coup, voilà, ça fait la boucle est bouclée. Et même si c'est pas vraiment quelqu'un du centre de formation, parce qu'il est arrivé après le bac, donc à 18 ans, c'est quand même quelqu'un de l'OL. Et puis Grégory Coupet, c'est aussi l'image, aussi là, le lien avec Saint-Etienne, quelqu'un qui vient de Saint-Etienne, qui a un titre à Lyon et pas qu'un, qui en a 7, plus la Coupe de France. Voilà, on a à chaque fois on a des liens particuliers avec tous ces joueurs. Voilà, donc forcément le top 3, c'est ceux qui ont gagné parce que c'est ceux qui ont mené, qui peut-être ce qui manque maintenant, cette niaque, cette envie de gagner, c'est des joueurs à l'ancienne. Est-ce que justement, vous parliez de Juninho, ça vous paraissait une évidence qu'il revienne et dans ce rôle-là, vous parliez justement du directeur sportif? Oui, c'est une évidence parce qu'on l'a vu. Moi, plus je suis le foot business, plus je suis l'OL, plus je doute d'un certain nombre de choses parce que fatalement, on se dit ouais, c'est une évidence, tel grand joueur, il va devenir un entraîneur ou tel grand monsieur va devenir ou tel recrue forcément dans tel club va être grande à Lyon. Donc fatalement, on se dit toujours qu'il y a les planètes vont s'aligner. Donc forcément là, on se dit à un moment donné, Juninho, il a tout connu à Lyon, il aime ce club, il a créé petit à petit des liens, il a passé son diplôme à l'UFA. Et puis on sentait moi je sentais à travers les échanges qu'on pouvait avoir tout au long de ces années que voilà, son histoire à Lyon n'était pas terminée. Voilà, ça s'est un petit peu terminé difficilement en 2009 parce que c'est un joueur qui est un petit peu difficile aussi. Il dit maintenant qu'il aurait peut-être accepté un poste de remplaçant, ce que voulait plus ou moins lui faire comprendre Claude Puel à l'époque. Avec le recul, il le dit. Peut-être le jour J, à l'époque, il ne le disait pas. Donc, il est peut-être un petit peu une histoire inachevée avec l'OL en tant que joueur. Et donc, fatalement, en tant que dirigeant, je le voyais à un moment donné arriver à l'OL. C'était presque une évidence, surtout après qu'il ait fait son diplôme à l'UFA. Et par contre, j'ai toujours dit, alors là, je vous disais, ça fait des doutes, mais j'ai toujours dit aussi qu'il ne deviendrait jamais entraîneur à l'OL ou ailleurs. Il ne faut jamais dire jamais, mais en tout cas, c'est parce que c'est difficile pour lui comment dire,
la pression au quotidien, quoi, en fait. Des conférences de presse tous les jours, tous les 2 jours ou tous les 3 jours, quand il y a des matchs tous les 3 jours, d'être sous le feu de la rampe tout le temps. Justement, comment jugez-vous ces débuts? Bon, maintenant, ça fait un peu plus d'un an qu'il est là. Comment jugez-vous son rôle de directeur sportif à l'OL? Au début, voilà, Jean-Michel Aulas a dit qu'il allait prendre un peu de recul et que c'était Juninho au niveau sportif qui allait prendre les devants. Vous qui avez assisté aux différentes conférences de presse, voilà, comment ressentez-vous son rôle? Bah, il est en apprentissage. Je l'avais dit une fois à l'antenne, a montré que c'était un centre de formation de joueurs, c'est aussi un centre de formation d'entraîneurs, parce qu'on a vu, un certain Rémi Garde, par exemple, commencer à Lyon, puis c'est maintenant un centre d'entraînement aussi de directeur sportif, et il apprend. Alors, c'est une année d'apprentissage qui a été difficile, parce qu'il ne pensait pas que ça allait être aussi compliqué. Et là où il apprend, forcément, on fait des erreurs et puis on est toujours dépendant un peu de son recrutement. Il a été mis en difficulté parce que Silvinho, son premier gros choix, ça n'a pas été ça. Et du coup, derrière, la machine, vous savez, une saison, moi je la jauge souvent fin septembre ou sur des années normales, à la deuxième trêve internationale d'octobre. À ce moment-là, si le club, la hiérarchie, elle est à peu près faite, l'agglomération, on va dire, du groupe, c'est à peu près parti ou pas. Et là, on a bien vu que cette année, c'était difficile dès le mois d'octobre. Du coup, c'était difficile de gérer. Voilà, il apprenait, il apprend toujours. En plus, il y a une période d'euphorie au départ et puis après, quelque part, une période d'interrogation parce que son premier choix, Silvino, ça ne marchait pas. Il est arrivé au mois de mai quand le recrutement déjà était un petit peu déjà fait. Voilà, cette première année, c'est un petit peu comme l'année en tout, hein, à tous les niveaux, qu'elle soit scolaire, personnel, sportif, pour tout le monde. C'est un goût d'inachevé parce qu'on ne saura jamais au final ce que ça peut donner. Mais là, cette année, voilà, il a tout connu, hein. La gloire du début avec ce premier match face à Angers. Et puis après, les doutes un peu sur son choix, les doutes peut-être aussi sur un certain nombre de joueurs. Voilà, sauf que voilà, il a appris cette année. Voilà, il a appris. Et du coup, oui, c'est vrai qu'à un moment donné, en plus, moi, ce que je lui reproche un peu, c'est qu'il n'occupe pas vraiment l'aspect médiatique. Alors, je ne dis pas qu'il faut toujours parler, mais en tout cas, si Jean-Michel Aulas a repris à un moment donné la main, c'est parce qu'il y avait un vide quelque part et que Juninho ne l'occupait pas, ce vide. Alors, il a peur un peu des médias parce que même s'il a été consultant, il sait comment ça fonctionne de l'autre côté. Il est resté très marqué par ce qui s'est passé au Brésil au moment de l'élection de Jair Bolsonaro et notamment aussi son départ de TV Globo. Donc, c'est vrai qu'il a pas une dent contre les journalistes, mais il a, par rapport à la média, une appréhension. Voilà, et puis, il sait très bien que lui, il est un peu à l'ancienne. Le secret de vestiaire, c'est important. Il n'aime pas que des choses sortent. Et puis, du coup, avec les réseaux sociaux, même s'il est présent, il sait très bien que ça peut être aussi une plaie, un poison pour un groupe. Donc, il est très méfiant par rapport à ça. Et moi, j'aimerais bien qu'il soit plus présent médiatiquement. Parce qu'à chaque fois qu'il dit des choses médiatiquement, voilà, lors de la dernière conférence de presse, il a dit une chose importante, hein. Ceux qui ne veulent pas jouer à l'OL ou ceux qui ne sont pas contents, ils s'en vont, hein. Personne n'est irremplaçable nulle part et encore moins dans une équipe de foot. Vous pensez qu'il a été surpris justement que ce décalage de mentalité entre ce que lui a pu connaître en tant que joueur et ce qu'est finalement la nouvelle génération et le football aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression que parfois qu'il était un peu presque surpris finalement d'être confronté à ce genre de problématique. Oui, surpris parce qu'il a une telle exigence envers lui-même qu'à un moment donné, il pensait que les autres, ceux qui portaient le maillot de l'OL comme lui, il a pu le porter, et puis dans les grandes années, ils avaient cette même exigence. Et puis finalement, non. Et surtout pour les sportifs de haut niveau, quoi. Alors c'est sûr que faut pas non plus embellir toutes les belles années, hein. Les belles années, il y a eu des titres, mais il y a eu aussi des joueurs qui n'avaient pas le niveau. Il y a des joueurs aussi qui ne faisaient pas forcément tous les efforts. Donc ça, il le connaît à l'intérieur d'un vestiaire. Mais il pensait qu'il y avait peut-être que l'effectif était plus
plus équilibré cette année par rapport à ça. Il y avait plus de leaders, mais il n'y avait pas forcément de leaders dans cette équipe. Il y avait beaucoup de suiveurs. Et puis les leaders, ils sont trop peu et c'est difficile d'entraîner tout le monde, en fait. Donc là, je pense qu'il a été surpris en mal de ce côté-là, en fait. Et puis après, il ne faut pas oublier qu'il a quitté un club, donc c'était en 2009, il est arrivé 10 ans plus tard, donc du coup, qui était à Gerland, qui était, certes, qui sortait des 7 titres, qui était un grand club, mais je crois qu'il n'a pas mesuré non plus le côté que moi je vois au quotidien, mais qui est assez fantastique. C'est que l'OL a franchi un pas entre le passage de Gerland et le Groupama Stadium à tous les niveaux, qui fait que maintenant c'est une énorme machine qu'on fait. Donc c'est vraiment délicat. Et puis il arrive aussi dans une période où il faut vraiment tracer une feuille de route de travail entre la formation et les professionnels, et peut-être arrêter cette post-formation qu'il y a eu jusqu'à présent, alors qu'il a réussi avec Maxwell Cornet ou Lucas Touza. Mais quid de Nicolas Fontaine qu'on a recruté du côté de l'OL l'année dernière, Héritier de Jong ou d'autres. Voilà, il y a beaucoup de. Au Griffiths aussi. Au Griffiths, voilà. Donc il y a beaucoup de choses à remettre en place, et je pense qu'il ne pensait pas que le chantier était aussi vaste, en sachant que fatalement la crise avec Silvino l'année dernière lui a mangé d'énergie et puis lui a mangé du temps aussi. Et par exemple pour le cas de Pierre Kaloulou, tout ça ne vient pas de là, mais en tout cas, il y a un moment donné où il croyait en Pierre Kaloulou, il voulait le recruter, il voulait le prolonger. Alors l'été, c'était pas forcément une urgence tout de suite. Ils avaient fait une première proposition. Ils disaient bon, on se verra après à la trêve d'octobre, qui théoriquement est une trêve un peu, on va dire, tranquille. Les résultats sont là. Ils devaient le voir à ce moment-là. Et finalement, avec la crise de Silvino, il a fallu aller chercher un autre entraîneur. Eh ben, le rendez-vous avec Pierre Kaloulou a été reporté. Et du coup, voilà, là où il y avait peut-être un petit peu de défiance du clan Kaloulou par rapport à l'OL, ben, ça s'est accentué. Alors après, ils sont reparlés, mais voilà, c'était un rendez-vous manqué à ce moment-là, qui fait que les problèmes se sont un petit peu enchaînés. Puis il y a des années comme ça où rien ne va dans le bon sens, en fait. Donc les planètes ne s'alignent pas. Et par contre, il savait très bien que c'est pas parce que c'est Juninho, l'homme aux 100 buts et 44 coups francs, et qu'il a amené les 7 titres, pas amené, mais qu'il était que ça allait tout de suite revenir. Ça, il savait. Mais peut-être que voilà, il a été surpris par la grosse machine, par cette mentalité de la. Je ne veux pas forcément dire de la jeunesse, parce que c'est pas une sorte de jeunesse qu'on fait, mais une mentalité nouvelle, et puis aussi cette culture des réseaux sociaux où il y a un certain nombre de choses qui sortent. Voilà, donc il était surpris, il a appris, c'est quelqu'un d'intelligent, donc forcément la deuxième année va être meilleure. Concernant cette saison, comment vous l'avez vécu? Quelque part, l'OL est à sa place, parce qu'il y a un moment donné, quand tu ne gagnes pas contre les matchs, alors je ne sais plus en mémoire si tous les matchs face aux 5 premiers aller-retour avaient été faits, mais tu n'en gagnes pas un, donc c'est sûr qu'il y a un moment donné où ben voilà, c'est. Le sport de haut niveau ne trahit pas, surtout sur 27 ou 28 journées. Donc, je vais dire, et je le dis, l'OL est à sa place, à la 7e place. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours ce poison de cette fin tronquée. Et je me rappellerai toujours, je vous disais au début que de ce club et les joueurs qui l'ont composé m'ont appris des choses. Par exemple, Grégory Coupet m'a toujours dit une finale de coupe, une coupe ou un titre, ça ne se mérite pas, ça se gagne. Et là, je vous parlais de mérite. L'OL mérite cette place, mais quelque part, ça ne veut rien dire. Parce qu'une place, ça se gagne, et ça se gagne en 38 journées. Et donc, il y aura toujours ce poison de savoir de cette fin de saison au goût d'inachevé, avec fatalement, ben oui, l'OL a l'habitude de faire des fins de championnat fantastiques. Donc, forcément, ils allaient grappiller des places. Donc il y a ce goût d'inachevé qui donne des regrets éternels, qui laisse la place à la mauvaise foi des autres. Donc c'est vraiment une année un petit peu particulière. Mais au final, 7e place, l'OL est mal parti, Porto très bien parti, après mal parti, changé d'entraîneur. Moi, je me souviendrai toujours cette saison, cette journée incroyable de
mi-décembre, quoi. Alors, cet enchaînement du mercredi avec le match face à Leipzig oui, c'est ça, au Red Bull Leipzig, où l'OL se qualifie en huitième de finale de Ligue des Champions avec les supporters qui grondent et on n'avait pas l'impression que franchement, c'est assez incroyable. Et puis après, le dimanche, les deux ligaments en une mi-temps de Real Adelaide et de Memphis. Franchement, c'est une année, incroyable, quoi, en fait, à tous les niveaux. Et souvent, on me dit oui, mais ça fait 20 ans ou plus que tu suis l'OL. Est-ce que tu t'ennuies pas? Ben non, parce que et là, cette saison le montre. Il n'y a jamais une saison qui se ressemble. Même les années de titre, il y a toujours eu des hauts, des bas. Et puis, cette année, elle est vraiment baroque, rock'n'roll. Je me rappelle, c'était Anthony Lopez qui nous l'avait dit à l'antenne dans un after qu'on avait fait après le match de Red Bull Leipzig. Il disait, ouais, c'est une année red dingue, baroque, rock'n'roll. Ben, j'utiliserai aussi ça parce qu'on est parti. Il faut quand même un fol espoir de Juninho. Le 6-0 face à Angers, on a l'impression que Lyon allait être champion de France. Si ça continuait comme ça, après derrière, pas de points pendant un certain nombre de temps, un entraîneur qui est viré, un autre qui vient de Marseille, qui signe à Lyon, des joueurs qui se blessent, des supporters qui grondent. Voilà, après, au mois de janvier, un super joueur qui est recruté, Bruno Guimaraes, et on se dit peut-être que ça va repartir. Et puis, il y a un fichu virus qui met tout à plat. Voilà, une saison au bout d'inachevé, une saison baroque, une saison rock'n'roll. Mais est-ce que tout ça, et notamment Leipzig, c'était pas le symbole finalement d'un mal plus profond et qui couvait depuis déjà un certain temps? L'impression d'avoir un club finalement qui parfois se renie un peu, qui est de plus en plus éloigné de ses supporters. On parlait justement de la mentalité des joueurs. On pourrait aussi parler du jeu. Il y a eu le recrutement de Rudi Garcia qui a un peu symbolisé tout ça. Et finalement, Leipzig, ce qui s'exprime après la fin du match, c'est pas tant par rapport à la qualification, c'est une sorte de ras-le-bol de toute cette frustration accumulée chez certains supporters et qui est tout à fait compréhensible. Oui, je le comprends parce qu'il y a un ras-le-bol aussi, parce que ça fait quand même, alors on était en 2019, 11 ans et ça va faire 12 ans qu'il n'y a pas eu de titre de champion. Ça fait quand même, pour une équipe et puis pour l'ensemble des supporters, alors qu'ils soient jeunes ou vieux, mais qui ont connu, jeunes ou plus anciens, qui ont connu l'OL des grandes années. Quand vous avez une série entre 2000 et 2010, où chaque année presque vous avez un titre, puis après 2010-2020, où après une Coupe de France et un Trophée des Champions en 2012, vous avez rien d'autre en termes de titres. Hein. Je peux comprendre qu'il y ait ce ras-le-bol. Après, la difficulté, je trouve, de l'OL, c'est que en passant de Gerland au Grand Stade, on n'a pas assez mesuré tout ce que ça allait engendrer. Et alors, autant en termes de marketing, de publicité, de rentrée commerciale, le club a tout fait pour vendre les loges, etc., etc. Donc, c'est mis au niveau d'un grand club à un stade de 60 000 places. Au niveau de la formation, ça a toujours existé. La formation, elle est formidable. Après, la difficulté maintenant, c'est justement de passer de ce stade de Gerland, qui était historique, avec 40 000 personnes, dont 30 000 vraiment fanas qui viennent à chaque match, à un stade de 60 000 personnes où fatalement, moi à Lyon, j'ai toujours dit qu'il y avait à peu près 20 000 personnes qui, quel que soit le résultat, vont venir, 20 ou 40 000 qui vont venir quand ça va à peu près gagner régulièrement. Donc on arrive aux 40 000 de Gerland qu'on a connu sur les grandes années, presque à chaque fois pleine. L'enceinte est presque à chaque fois pleine. Et puis après, le stade maintenant, c'est de 40 à 60 000. Pour faire venir tous ces gens-là, c'est des gens qui vont venir parce qu'il va y avoir du spectacle, parce qu'il va y avoir des joueurs spectaculaires. Et la difficulté pour l'instant, c'est que, à mon niveau, mon modeste niveau d'observateur, c'est qu'il faut que l'OL, à un moment donné, change de braquet. C'est vachement facile à dire, ce que je vais dire. Mais arrête de prendre des joueurs ou de la post-formation ou former des joueurs pour qu'une fois qu'ils ont fait 4-5 matchs ou marqué 2-3 buts spectaculaires en Ligue des Champions, les vendent 50, 60 ou 70 millions d'euros. Le jour où l'OL aura les moyens d'éviter ça,
l'OL redeviendra un grand club une fois qu'on arrivera à la limite à vendre comme Nabil Fekir, comme Alexandre Lacazette, ou un degré moindre, Karim Benzema, même s'il est parti jeune, il a quand même fait 4 titres à Lyon, il a quand même apporté au moins 2 titres et la dernière année, notamment avec non, parce que la dernière année qu'il a faite, il n'y a pas eu de titre, mais en tout cas, il a explosé à Lyon, quoi, au moins, quoi. Moi, il y a beaucoup de regrets sur un certain nombre de joueurs qui quittent Lyon. Alors, si c'est le cas pour Houssem Aouar cet été, pour l'instant, malheureusement, il a le niveau Ligue des Champions. Et au moment où ce joueur peut apporter à l'OL, il va aller ailleurs. Ou un Tanguy Ndombele ou un Fernand Mendy, en niveau de post-formation, c'est formidable. Flo Maurice et toute la cellule recrutement ont repéré ces joueurs. Et au moment où ils peuvent apporter en Ligue des Champions, ils vont ailleurs. Tout ça pour amener de l'argent dans le club. Et puis, je peux comprendre le ras-le-bol des supporters sur l'aspect voilà, on a un grand stade, on a un grand écrin, on veut du jeu, quoi, en fait, et on veut que ça gagne. Mais c'est de plus en plus dur parce que le titre de champion il est promis à quelqu'un d'autre, parce que il y a un moment donné, on veut. Et alors la question est de savoir maintenant, c'est est-ce que les supporters, par rapport à l'EBITDA et autre chose, c'est important, mais est-ce que les supporters veulent à terme une salle de 15 000 ou 20 000 personnes pour faire des spectacles et du basket plutôt que des bons joueurs et vibrer au stade. Dans l'absolu, il faudrait les deux. C'est assez. Moi, juste au niveau supporter, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est quand même que moi, par exemple, l'année 2016-2017 avec la demi-finale de Coupe d'Europe, elle est belle quand même cette année-là. En fait, il n'y a pas eu de titre, mais elle est belle. Il y a eu des émotions. Le foot aussi, tu vas au stade pour vivre des émotions. Alors, la plupart du temps, des bonnes émotions, on va dire, bien évidemment. Mais des spectacles à haute intensité, ça vaut le coup aussi. Mais je peux comprendre aussi le ras-le-bol, notamment par rapport aux joueurs qui ne renvoient pas une belle image. Une belle image. C'est pas une belle image, mais parfois, il faut qu'ils se donnent un petit peu plus. En fait, il faut qu'il y ait moins de… Ils sont peut-être trop froids par… Rage de vaincre, ouais. Et pourquoi, à la limite, à un moment donné, il y a des joueurs moyens qui restent dans tous les clubs, qui restent dans la mémoire des supporters, parce que ils sont moyens, mais ils donnent tout. Voilà. Le symbole, c'est presque un Lucas Touzard, quoi, en fait. Voilà. C'est pas forcément un joueur spectaculaire, mais c'est un joueur qui a apporté. Et puis le symbole, ce sera le dernier but en Ligue des Champions, ça sera marqué par lui. Donc, c'est un petit peu. Je peux comprendre le ras-le-bol. Vous ne pensez pas que le recrutement de certaines personnes dans l'équipe, comme par exemple le coach Rudy Garcia, ça a pu faire en sorte que le lien se casse entre les supporters et le club? C'est un tout, mais Rudy Garcia qui a insulté l'OL quasiment toutes les saisons où il était à Marseille, et qu'on recrute justement quelqu'un qui passait son temps à critiquer l'OL en tant que coach principal, ça peut casser un truc. Ça a été la goutte d'eau, à mon sens. Oui, peut-être. Après, faut donner la chance au produit. Voilà. Ok, il a fait ça. Ok, il y a eu ça. Il a défendu à l'époque son club. Il était aussi dans une sémantique par rapport à sa présence dans le club. Après, il porte un autre maillot. Robert Herbin a bien. Alors, ok, il n'y avait pas les insultes, il n'y avait pas ceci, cela, mais parce que c'était une autre époque et il n'y avait pas les réseaux sociaux, pas la médiatisation, etc., etc. Mais Robert Herbin a bien été entraîneur de Lyon et de Saint-Étienne. Le premier titre à Lyon a bien été fait par un entraîneur stéphanois, d'origine stéphanoise, Jacques Santini. Donc pourquoi mettre cette pancarte et dire que c'est Rudy Garcia qui est aussi la goutte d'eau qui fait déborder le vase? Après, moi, je constate que ce soit Bruno Genesio, que ce soit Silvino ou Rudy Garcia, ils n'ont pas forcément… Ils ont à peu près les mêmes résultats avec les mêmes joueurs. Donc, est-ce qu'un Laurent Blanc avec ces joueurs-là, est-ce qu'un Didier Deschamps avec ces joueurs-là, il y a un moment donné, si on n'a pas forcément les bons ingrédients, est-ce qu'on peut faire une bonne recette, quel que soit le chef?
C'est un petit peu difficile. Après, il faut aussi se mettre à la place des acteurs. Fatalement, que ce soit même s'ils sont imperméables peut-être à la critique ou parfois au bashing, le fait d'entendre les sifflets, de voir les banderoles, de voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc., ça peut aussi les limiter aussi dans leur action et dans leur volonté de tenter des choses. Ils vont être moins en confiance. Donc, je trouve que c'est un petit peu un tout, en fait. Voilà. Alors après, il y a un discours aussi. C'est ce que je disais par rapport au stade. Il y a un gros stade, il y a une belle enceinte. Et en plus, on paye cher la place éventuellement, quel que soit le montant de la somme. Hein, c'est quand même voilà, c'est un prix. Donc du coup, il faut avoir derrière un spectacle. C'est vraiment c'est difficile en fait à répondre tout ça parce que le spectacle humain là est parfois un petit peu difficile à analyser. Je peux comprendre le ras-le-bol d'une manière générale, mais il faut aussi comprendre que les ingrédients aussi parfois sont pas forcément à la hauteur. Et c'est peut-être là l'erreur du club, c'est de voir le recrutement pour faire un groupe. Après, c'est difficile de faire un groupe. Hein. Je revoyais, parce qu'on prépare une émission pour la fin de semaine ce samedi sur RMC sur le titre de 2002. Quand je vois les noms de l'équipe de 2002 qui est championne, ouais, c'est quand même pas forcément les meilleurs du monde à l'instant T. Parce que ok, Sidney Govou, mais c'est pas Sidney Govou de la fin de carrière, il était déjà très bon. Alors Juninho, c'était le début. Ok, il y a Sonny Anderson, mais il y a beaucoup de joueurs, Pierre Lègle, Jérémy Bréchet, il y avait Jean-Marc Chandelet arrière droit, etc. Mais c'était il y avait un groupe cohérent. Et pour faire un groupe, maintenant, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Et je revoyais cette saison-là, élimination en Coupe de France assez tôt, élimination en Coupe de la Ligue assez tôt, élimination en Coupe de l'UEFA à l'époque assez tôt. L'année n'est pas une année bien sympathique, on va dire. C'est pas sur le papier, voilà, il y a beaucoup d'éliminations, puis finalement, il y a un titre. Et ce titre, il est venu par un collectif. Et c'est peut-être ça qui manque, en fait. L'erreur, elle est d'avoir pas réussi à trouver les joueurs qui vont faire un collectif. Alors peut-être que Guy Marèche, pour moi, c'est quelqu'un qui va amener ce collectif, qui va faire mieux jouer l'équipe en général. Sur les quelques matchs qu'on a vus avec lui, il a fait mieux jouer un Touzard, il a fait mieux jouer tout le groupe au-delà de ses qualités personnelles. Et justement, plus que des résultats bruts, le ras-le-bol, il vient plus, à mon sens, justement, du décalage dont on parlait, qui se crée avec le club et son évolution. L'OL, c'est quand même un club particulier, assez identitaire, à l'ancrage local important. Et justement, on a l'impression que le fossé se creuse de plus en plus entre des supporters, des suiveurs qui sont justement très attachés à ce club-là. On se rappelle de la période Rémi Garde, qui est au niveau des résultats une période compliquée parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, mais il y avait une fierté, il y avait une reconnaissance envers cette équipe, envers cet entraîneur. Ça a été à peu près pareil avec l'année du Beurre Fournier. On a 8 joueurs formés au club quasiment dans le 11 type. Est-ce que c'est pas ça finalement le problème aujourd'hui? C'est qu'on a l'impression qu'il n'y a plus vraiment de cohérence dans le projet sportif à travers la formation, le jeu, qu'on navigue un peu à vue. Est-ce que c'est pas ça finalement le gros problème? C'est un problème vraiment global, d'évolution du club qui serait peut-être pas totalement en cohérence avec son histoire et avec ce qu'attendent les supporters de l'Olympique Lyonnais. Alors, oui, après il y a une donnée où à un moment donné, après on disait qu'il y avait trop de Lyonnais. On parlait du gang des Lyonnais, il y avait trop de Lyonnais dans l'effectif. Du coup, et en plus, à un moment donné, il y avait même un entraîneur lyonnais, plus lyonnais que lui, tu meurs, Bruno Genesio. Donc, du coup, derrière, il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière, il faut mettre un petit peu de sang neuf d'extérieur
on amène une révolution brésilienne et puis c'est l'année presque la pire de l'ère contemporaine de l'OL. Donc, mais je vous rejoins sur le thème et j'en ai parlé sur il faut une feuille de route précise maintenant entre la formation, la post-formation et l'équipe professionnelle. Donc, savoir si tel joueur, par exemple un Samuel Umtiti à l'époque, on savait qu'il était programmé pour jouer. Alors, il a eu la chance d'arriver aussi à un moment donné où il n'y avait pas de moyens. Donc, on était obligé de prendre le joueur du cru. Peut-être qu'un Pierre Kaloulou, un Maxence Cacré ou d'autres joueurs, ou Melvin Barr, si on était en 2011, il serait dans l'équipe et déjà par obligation, on va dire, parce qu'on ne va pas chercher d'autres joueurs, et il se révélerait. Là, par exemple, pour Pierre Kaloulou à l'OL, on ne saura jamais, Melvin Barr, on ne saura jamais. Moi, j'ai toujours entendu Corentin Tolisso, jamais il doit éclore à Lyon. Et puis finalement, il est au bon moment en 2011. Et du coup, on lui donne voilà, et il y en a peut-être plein des joueurs comme Tolisso dans le groupe-là, mais qui n'auront jamais Corentin Tolisso est champion du monde. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut qu'il y ait en tout cas, qu'il y ait quelque chose de très précis. Alors, est-ce que Bruno Chéroux, Juninho vont s'atteler à ça? On n'a pas eu vraiment d'échanges depuis que Bruno Chéroux est arrivé, mais je pense que ça fait partie des axes de travail, et ça fait partie des axes de travail vraiment de travailler en cohérence, tout ça, et de savoir ce que l'OL veut faire. Après, problématique, c'est que si un bon joueur et qu'un club vient mettre 40, 50 ou 60 millions, je vous parle des bonnes années, peut-être pas cette année, c'est peut-être difficile de résister. Après, c'est le modèle du foot business qu'on fait. Et l'OL est dépendant de ça aussi. La saison prochaine, est-ce que vous ne pensez pas que cette saison aura un impact sur la saison prochaine? Bon, on va dire que la Lyon peut encore sauver les meubles avec la finale de la Coupe de la Ligue, qui disparaîtra justement l'année prochaine pour être en Coupe d'Europe la saison prochaine. Mais voilà, il y aura, je pense, une version OL sans Coupe d'Europe et une version OL avec Coupe d'Europe. Je pense qu'au niveau de l'effectif, ça bougera en fonction de cette finale. Quelle est votre vision là-dessus? Là, la saison qui vient, c'est vraiment difficile d'imaginer quelque chose parce que ce début de saison va être spécial parce que on va débuter, l'OL va débuter que par des finales, en fait. Alors, c'est le cas de le dire avec la finale de la Coupe de la Ligue, mais derrière, même si c'est qu'un huitième de finale face à Turin, là aussi c'est quand même une finale parce que derrière ça peut faire aller en Final Four, Final 8, pardon. Et puis du coup après il y a le recrutement, etc. C'est vraiment une année bizarre. Vous imaginez, alors avant on commence par le trophée des champions, mais c'était plus symbolique qu'autre chose. Mais là c'est un vrai trophée à aller chercher, et puis une vraie Coupe d'Europe et une vraie place en Coupe d'Europe. Alors le pire n'est jamais certain, mais imaginons qu'il n'y ait pas de Coupe d'Europe cette année, et si ce n'était pas finalement la meilleure solution? Parce que, ok, il n'y aurait pas d'argent dans les caisses, il faudrait peut-être aller chercher les 80 millions d'euros que la Ligue des Champions n'amènerait pas, mais la Ligue des Champions peut aussi venir, mais je me mets dans cette position de pas de Coupe d'Europe. Est-ce que à ce moment-là, l'équipe travaille toute la semaine pour le match du samedi ou du dimanche, peut peut-être repartir avec des jeunes joueurs, peut donner confiance à des jeunes joueurs. On l'a vu les grandes années de l'OL, pas les grandes années, mais les années de reconstruction, et pas forcément de Coupe d'Europe, au moins en tout cas sur la deuxième partie de saison, parce que l'année de 2016, quand l'OL, dans sa premier semestre au stade, va chercher la Coupe d'Europe, la deuxième place, il n'y a plus de Coupe d'Europe à partir du premier semestre 2016. Les grandes années aussi, le titre de 2002, il n'y a plus de Coupe d'Europe à partir de mi-février. Donc, on peut se concentrer sur le championnat, et c'est à chaque fois, quand il y a un seul événement, que l'OL va reconstruire. Donc, pourquoi pas? Est-ce que ce n'est pas cette année-là, sans Coupe d'Europe, on pourra vraiment reconstruire avec Cherki, Cacré, Guimarães, et puis, comme l'a dit Juninho, ceux qui veulent vraiment rester.
Voilà, ceux qui seront là et qui veulent pas forcément, qui veulent apporter leur sport et leurs compétences à l'équipe pour éventuellement regagner une place en Coupe d'Europe. Pourquoi pas. Mais encore une fois, il y a beaucoup de chances. L'OL est à 4 matchs de l'Europa League ou 5 matchs. Il faut gagner le match face à Paris, puis après il y aura les 2 tours préliminaires. Voire à 4 matchs de la Ligue des Champions. Imaginons, hein. L'OL bien préparé et puis sur un tournoi avec si ça se qualifie pour le Final 8 à Lisbonne, pourquoi pas quoi, en fait. Bon, après, c'est des plans sur la comète, mais c'est vrai que c'est une année, je vous parlais de saison dernière baroque et rock'n'roll, là, c'est vraiment de l'inédit. Hein. Et on peut dire qu'ils ont anticipé, enfin, je pense sans le faire exprès, avec les recrutements notamment de Bruno Guimaraes en décembre et en janvier plutôt, et Kadewere, donc qui est arrivé, et l'option d'achat qui a été levée de Karl Toko Ekambi. Donc je pense déjà, enfin, en cas de départ notamment de Memphis, on a encore Guiri derrière pour l'instant, voilà, c'est encore un peu flou au niveau de son avenir, au niveau s'il devait rester au club ou pas. Donc je pense que déjà de ce côté-là, sans le faire exprès, je pense que l'OL a un peu anticipé aussi. Oui, bah là, c'est toujours à ce niveau-là, oui, il y a quand même des bonnes choses de fait. Le hasard fait que, oui, ben, on avait anticipé au niveau de Kadewere, et puis là, il va y avoir le choix un petit peu parce que des attaquants, il y en a beaucoup, hein, donc il va peut-être falloir voir un petit peu comment tout cela va s'orchestrer. Et puis, je vous parlais de sommes 40, 50, 60 millions mis sur tel ou tel. Je vois ce qui se passe en Allemagne, ou même en Allemagne, l'avenir va être sombre au niveau économique. On ne sait vraiment pas les conséquences qu'il va y avoir au niveau économique sur un certain nombre de clubs. Donc, Manchester City, a priori, ne sera pas encore en Coupe d'Europe l'année prochaine, en Ligue des Champions. On sera à mi-juillet. Donc, est-ce qu'ils sont prêts à mettre autant sur des joueurs voilà, la période aussi du Covid va peut-être rabaisser certains montants de transfert. Et est-ce que certains joueurs vont pas se dire, oula, on a un contrat à Lyon et on est payé rubis sur l'ongle, restons à Lyon. Et puis on a aussi, c'est quand même une belle chose à faire, même s'il n'y a pas de Ligue des Champions, même s'il n'y a pas d'Europa League. Je vous parle toujours dans le cas où c'est une saison sans Coupe d'Europe. Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, qui va remplacer le président Aulas, qui commence à prendre quand même ses distances? Est-ce que Tony Parker? Est-ce que ce sera quelqu'un d'autre finalement? Tony Parker, oui, c'est la punchline à la mode. Moi, personnellement, je vois pas pour l'instant Tony Parker tout seul comme ça prendre les. C'est quand même un sacré navire, hein, un sacré paquebot. Alors, des anciens grands sportifs qui sont devenus businessmen et qui ont réussi. Moi, j'en connais un, c'est Jean-Claude Killy. Pour l'avoir beaucoup suivi, triple champion olympique en 68, et derrière, il a fait tout ce qui touche, il l'a transformé en or. Il a fait beaucoup de choses. Est-ce que Tony Parker est de cette trempe-là? C'est difficile à dire. Moi, je sais pas. Je suis moins optimiste sur vraiment la réussite totale. Oui, comme ça sur le papier. Tony Parker, l'un des sportifs préférés des Français, celui qui a réussi en NBA, etc., à la tête de l'OL, oui, c'est la formule à la mode, ça coche toutes les cases. Mais est-ce qu'en interne, au niveau du club, ça coche toutes les cases? Je ne sais pas, parce que gérer l'Asvel depuis San Antonio, oui, ça peut le faire. Parce que le basket est un milieu un petit peu particulier, pas très médiatisé. Le foot, c'est autre chose, hein. Le foot, c'est vraiment autre chose. Alors, est-ce qu'il est capable de passer de l'un à l'autre? Je sais pas. Je sais pas. Pour moi, c'est pas aussi voilà, simple que sur le papier. Et c'est la vraie question de l'avenir. Autant je dis que personne n'est irremplaçable. Je l'ai appris justement quand je vous disais que suivre l'OL, ça m'avait appris aussi un certain nombre de choses humaines. J'ai appris aussi que personne n'était irremplaçable. Je pensais que l'après OL version Sonny Anderson en 2003, l'OL n'allait plus avoir de titre, plus rien, parce que Sonny Anderson partait. Et finalement, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, il y a eu des titres sans Sonny Anderson. Donc personne n'est irremplaçable, même lui, par exemple, à l'époque. Mais prendre la suite de Jean-Michel Aulas, ça va quand même être là un sacré... Quel morceau. un sacré pari.
Ce sera dans un Sacré rôle morceau. forcément très très différent de Jean-Michel Aulas est irremplaçable de par ce qu'il incarne et de par son rôle et sa posture qui est quand même assez unique dans le football aujourd'hui. Donc on peut imaginer qu'un Tony Parker serait vraiment dans un rôle complètement différent, très détaché du sportif et déléguerait énormément à des personnes compétentes dans chaque domaine. Comme Juninho, Par Oui, exemple, oui, après, directeur ça sportif. peut. direction sportive. Oui, oui. Puis après, ça, on peut imaginer aussi que ça sera la mode US, sport US, avec tout ce que ça peut engendrer. On peut, je sais pas, hein, est-ce qu'à terme, le foot, ça va pas être des ligues fermées? Donc, c'est parce que Tony Parker est il est dans ce business-là. Hein, il est américain sportivement parlant et le basket, ce sont des ligues fermées. D'une certaine manière, le basket français, alors, le championnat de France, c'est pas une ligue fermée, mais l'Euroleague, c'est quand même une ligue fermée. Euh, presque sur invitation. Donc, si Tony Parker vient, ok, ça sera bien évidemment pas la même chose que Jean-Michel Aulas, parce que Jean-Michel Aulas a construit le club autour de lui, hein, donc tout s'est construit autour de lui. Est-ce que ça sera à ce moment-là pour lui l'époque où il y aura dans 4, 5 ans, 6 ans, des ligues fermées en France? Moi, j'aimerais pas que ce soit le foot, c'est pas des ligues fermées, c'est des ligues avec des clubs qui montent et qui descendent, mais au niveau business, c'est vrai que c'est difficile. Alors après, il ne faut pas oublier une date, c'est 2023, je crois. Oui, c'est ça, 2023, avec au niveau juridique à l'OL, le changement d'actionnariat automatique, hein, avec des obligations qui vont se transformer en actions. Et là, ça va être la prise de pouvoir juridique, on va dire, à l'actionnariat, vraiment du clan Sédou, on va dire, même si Jérôme Sédou n'est plus là. Donc, forcément, ils ont déjà leur droit de parole. Et est-ce qu'eux vont peut-être imposer quelqu'un d'autre à ce moment-là? Quid aussi des 20% d'IDG, donc des partenaires chinois? Est-ce qu'à terme, ça ne va pas être une reprise aussi à ce niveau-là? Donc là, forcément, je vous rejoins, ça ne sera pas la même gestion que Jean-Michel Aulas qui est très présent tout le temps. Mais on le voit aussi quand même, hein, des présidents, ils ont besoin d'être près des joueurs pour leur mettre la pression. Hein. L'OL des grandes années, et c'est aussi parce que le président était toujours là pour écrire aux joueurs, pour leur donner des challenges, pour leur donner l'envie d'aller gagner autre chose. Et ça vient du boss. Hein. Donc, il va falloir que le futur soit aussi le boss à ce niveau-là. Leonardo, par exemple, au PSG le fait en tant que directeur sportif. Donc, on peut imaginer, oui, un homme important, pourquoi pas Tony Parker, pourquoi pas un autre, avec un Juninho en dessous de lui, s'il s'inscrit dans l'avenir et qui prend vraiment à bras le corps son rôle de directeur sportif. Tout à l'heure, on parlait justement des deux stades, le Gerland et le Groupama. Pour vous, c'était lequel le meilleur? Celui que vous avez préféré? Au niveau du travail aussi. Juste. C'est difficile de. Alors forcément, le côté nostalgique, le côté histoire, c'est quand même Gerland parce que Gerland, c'est quand même voilà, c'est un lieu d'histoire pour le sport français, et puis bien évidemment pour l'OL. Mais c'est vrai que le Groupama Stadium maintenant, ça fait quand même 3 saisons et demie, 4 saisons et demie. On commence à avoir nos petites, non seulement nos petites habitudes, mais nos petits repères. Au départ, fatalement, il n'y a pas de match à Lyon au Groupama Stadium, donc on faisait toujours référence à le derby, c'était mieux là, tel truc, c'était mieux là. Non, Groupama Stadium maintenant, moi, en fait, plus j'avance dans l'âge, moins j'ai envie de dire que c'était mieux avant. Donc, je me dis que c'est bien aussi, Groupama Stadium. On a eu des grosses ambiances. Le match de l'Ajax, c'était une grosse ambiance. Le match face à Monaco, le 6-1, c'était une énorme ambiance. Malheureusement, il y a eu aussi dans une autre forme d'ambiance. Mais voilà, ça marque l'histoire d'un stade, le match face au Beşiktaş. Il y a eu des derbies, il y a eu la victoire contre Paris, les bons matchs aussi face à Marseille, voilà, le 6-0 face à Angers. Donc, voilà, ce stade quand même commence à renvoyer un peu des ondes et un petit peu d'histoire, fatalement, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de matchs. Mais bon, après, c'est vrai que Gerland,
reste Gerland, parce que j'ai dû commenter plus de 500 matchs, je crois, là-bas. Donc, fatalement. Mais la nostalgie de Gerland est un peu gérée aussi par le Loup, parce que depuis que j'y vais pour le Loup, et les dirigeants du Loup l'ont tellement bien reconstruit, ce stade de Gerland. Je ne sais pas si vous y êtes allé en mode rugby, mais franchement, c'est joli, en fait. C'est joli à voir, et ça fait revivre ce stade sous une autre forme. Je pense que j'aurais une vraie nostalgie de Gerland si Gerland était un stade mort. Mais là, il revit. Il revit avec le rugby, et puis c'est assez marrant. Encore là, il y a quoi, la semaine dernière, on est allé faire un reportage là-bas pour le Loup, et je me revoyais à tel endroit, tel but, alors j'ai pas autant de mémoire que Juninho ou Bernard Lacombe, mais on est attaché à un certain nombre de choses quand même à ce stade. Mais le nouveau commence à avoir sa petite histoire. Concernant les joueurs actuels, est-ce que vous avez un petit favori quand même? Un petit favori dans les joueurs actuels. Ouais. J'ai toujours bien aimé Léo Dubois, moi, parce que je trouve que même s'il n'est pas de la région, même s'il n'est pas né à Lyon, je le trouve très lyonnais dans son attitude, dans son investissement, dans son leadership. Je trouve qu'il a toujours pour moi, il a vraiment l'étoffe d'un capitaine du club, et d'ailleurs, il l'est. Voilà pour les joueurs qui sont là depuis quelques temps. Après, mon dernier coup de foot, c'est quand même Bruno Guimaraes, en fait, parce que là, comme je vous disais, que faut être humble quand on fait ce métier. Et plus j'avance dans l'âge, plus je suis humble. J'ai toujours dit qu'un Brésilien ou un Sud-Américain, en général, ou quelqu'un qui vient de l'extérieur, doit toujours mettre 6 mois au moins 6 mois pour s'acclimater au club. Et, je vous parlais de Léo Dubois, ces 6 premiers mois ont été difficiles. Après, il s'est révélé à partir d'un derby gagné, quand il a centré sur Dembélé, je ne sais plus quelle date, c'était en 2018 ou 2019. 2018, voilà. 19. Donc, il faut toujours 6 mois. C'est ce que je disais pour un Thiago Mendes ou un Jean Lucas. Et puis, Bruno Guimaraes, il a mis combien? 2 jours? 1 jour, 3 heures à s'acclimater à l'OL. Et dès son premier match, il a fait des choses formidables. Donc là, moi, j'ai l'impression que c'est quand même un sacré bon joueur, et qui, pour un petit peu converser avec son entourage, veut s'inscrire dans la durée à Lyon. Alors après, si bien évidemment demain un gros club vient mettre une grosse somme, il va peut-être partir. Mais en tout cas, il est dans l'idée. Il n'est pas comme d'autres qui disent, voilà, moi je viens à Lyon pour voir plus gros après. Non, il est là pour être là-dedans, et puis après pour être dans ce projet de club. Donc je trouve que c'est vraiment c'est l'espoir, c'est cette petite graine d'espoir qui me fait penser que l'OL peut vraiment rebondir l'année prochaine. Après, j'ai toujours bien aimé, parce que je le suis depuis longtemps, un Maxence Cacré. Voilà, j'ai toujours bien aimé son côté tout maigre, tout mince. On a l'impression que voilà, bien propre sur lui, les cheveux bien gominés, tout va bien. Et puis finalement, c'est un sacré bon joueur. Voilà un petit peu les joueurs que j'aime bien. Après, il y a un que j'aime parfois, que j'aime pas d'autres fois, c'est Memphis, en fait. Voilà. Et je pense qu'il est aussi énervant, il doit énerver beaucoup de monde. Même si sur la fin de la saison, avant qu'il se blesse, il arrivait quand même à avoir un petit peu de constance. Mais moi, j'ai toujours, qui suis très mauvais en foot à titre perso, j'ai toujours détesté les gens qui sont très bons et qui font pas des efforts pour être encore meilleurs et apporter encore plus à l'équipe. Voilà, c'est quelqu'un qui m'énerve aussi, parce qu'il faudrait qu'il parle un peu français, en fait. Voilà, vous parlez du décalage entre peut-être les supporters et les joueurs. Il y a un moment donné aussi, il faut qu'ils fassent des efforts. Et Guimaraes, par exemple, il parle déjà français, c'est un truc de folie. Les joueurs aussi doivent faire des efforts, en fait. Et ça, par exemple, un Memphis doit le prendre pour lui, en fait. C'est quand même incroyable. Il est arrivé en janvier 2017, donc ça fait 3 ans et demi, il ne parle pas français. C'est quand même, ça me gêne un peu, en fait. Voilà. Vous nous parliez de Léo Dubois. Est-ce que vous avez entendu la rumeur, selon le JDD, comme quoi le PSG serait intéressé de le recruter à la place de Meunier, si j'ai bien lu? Donc, vous en J'ai pensez lu quoi de cette ça. rumeur?
Franchement, ça m'étonnerait, mais après, on peut être toujours surpris dans le football. Mais en tout cas, moi, je n'avais pas cette info-là. Voilà. Donc là, j'ai lu, j'ai pris acte, et puis on verra après par la suite, mais je n'y crois pas vraiment. Mais bon, après, je ne suis pas Léo Dubois, et peut-être que si le PSG vient me chercher, peut-être que ça peut m'intéresser, hein, mais je n'ai pas d'infos concernant ça. Amine, tu voulais dire quelque chose? Oui, j'avais juste une petite anecdote justement vous concernant, Edouard G, qui remonte à 2017. C'était uniquement pour souligner en fait ce que vous disiez au début de l'interview concernant voilà, votre sympathie et votre envie d'échanger. C'était cette période-là, pour se remettre dans le contexte, en janvier 2017, c'était la période où Lyon avait recruté Memphis. Et donc, voilà, c'était un petit peu l'euphorie autour de ce transfert. Et donc, l'officialisation, on avait donc eu la fameuse photo à la descente de l'avion, etc. Et on attendait un petit peu l'officialisation, en fait, mettait un peu de temps. Et donc, moi, ce que j'ai fait, donc vous, en tant que suiveur de l'OL, je me suis dit, bah, tiens, Edouard G suit l'OL, je vais lui poser une question. Donc, vous avez posé une question, en fait, sur Facebook, vous demandant est-ce que c'est normal voilà, que l'officialisation de Memphis prenait autant de temps. Donc, je vous ai posé cette question. Je ne pensais même pas avoir une réponse. Je me suis dit, bon, on va tenter. Et donc, vous m'avez répondu en me donnant quelques détails, en me disant que c'était normal, que la visite médicale durait à peu près 3 heures, que c'était un processus normal. Et donc, vous m'avez répondu, ça peut paraître rien, mais voilà, c'était juste pour souligner votre disponibilité, votre sympathie. Donc, voilà, je voulais le dire aujourd'hui. Je vous en remercie. Écoutez, merci en tout cas, et parce qu'en fait, j'en profite pour rebondir là-dessus, parce qu'en fait, pourquoi j'aime bien échanger, parce que en fait, ce qui se passe par rapport au monde du foot, je parle pas du reste, hein, les médiatisations, ce qu'on a vu par rapport au Covid ou aux gilets jaunes à un moment donné, etc., etc. C'est que il y a une telle, reste sur le foot, il y a une telle caisse de résonance avec les réseaux sociaux et une telle pauvreté au niveau journalistique, parce que mine de rien, nos médias, économiquement parlant, sont d'une faiblesse incroyable. Donc il y a de moins en moins de gens sur le terrain. Nous, on a la chance, RMC, d'avoir encore 6 à 8 correspondants qui essayent de suivre les clubs un peu au jour le jour. Donc je ne dis pas qu'on sait tout, mais bien évidemment, je vous parlais d'humilité, donc je vais loin de moi de dire ça. On ne sait pas tout, et on sait encore moins tout parce que les clubs ferment de plus en plus on va moins aux entraînements, on va moins en lien avec des gens. Je vous parlais de 2002, les joueurs, on les voyait 3-4 fois avant dans la semaine, on pouvait discuter. Bon, ça tout a changé avec Gérard Rouillet qui voyait que c'est logique, je peux comprendre. On discutait avec les joueurs, les carrières, les Juninho, même en off parfois, sur au parking du club, alors qu'il pleuvait par exemple, et que les gamins, j'allais dire les gamins, les joueurs, ils sortaient encore peut-être mouillés, et peut-être qu'ils allaient attraper la grippe, etc. Donc on peut comprendre que le club ait dit, bon ben voilà, on va créer une petite salle de presse à un moment donné, puis si vous voulez les rencontrer, les joueurs, vous prenez rendez-vous. Là, je peux comprendre cette médiatisation. Tout ça pour dire qu'il y a de moins en moins de journalistes sur le terrain qui voient les choses, mais il y a de plus en plus de caisses de résonance. Et il y a de plus en plus de choses qui se disent. Et moi, j'aime bien répondre sur ce que je connais, parce que beaucoup de gens parlent, pas forcément, oui, ils ont des avis tranchés sans connaître exactement ce qui se passe. Alors que je vous le dis, c'est mon fil rouge. Moi, plus j'avance dans l'âge, plus j'avance dans le suivi du foot business, et plus j'avance dans le suivi de l'OL, plus je suis humble. Moins oui, on parle de telle pépite à 15 ans. Ouais, des pépites, moi j'en ai vu passer une cinquantaine, hein, et il y en a une ou deux qui sont vraiment devenus des très grands joueurs à l'OL ou ailleurs sur les 50, peut-être un petit peu plus. Mais tout ça pour dire qu'il y a, je veux éventuellement à un moment donné donner quelques explications, parce que c'est important pour la compréhension à l'extérieur, et c'est pas parce que voilà, un tel est arrivé à 11h le soir que je ne sais pas à quelle heure, Amine, je vous ai répondu par rapport à cette question, par rapport au cas de Memphis.
dans l'après-midi, voilà. Il faut le temps qu'il arrive, que que le centre médical où il fasse ça, les gens soient présents. Parfois, il manque juste un manipulateur pour une IRM qui est pas là parce que ça va prendre encore un peu plus de temps et fatalement, les suiveurs et les tweetos, ils veulent savoir que ça se fasse vite, mais non, des fois, il n'y a pas forcément des problèmes. Hein. Donc, j'aime bien amener ce que je vois, en fait, les choses vues sur le terrain et ce que je peux sentir, ce que je peux dire aussi, parce qu'il y a des choses que je sais que je ne peux pas dire à l'instant T, que je dirai jamais, parce que voilà, ça fait aussi partie de ma culture, de ne pas toujours tout dire, parce qu'il y a une espèce avec les réseaux sociaux, une culture de la transparence qui parfois me gêne. Donc c'est pour ça que j'aime bien échanger, expliquer les choses, qui parfois me faire peut-être incendier et me faire dire je protège tel truc ou tel truc. Non, je protège pas, j'essaie d'apporter le plus d'éléments concrets possible. En tout cas, monsieur Gé, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. Ça nous fait vraiment plaisir. C'était super intéressant. Et on vous remercie vraiment infiniment. On peut vous retrouver, continuer à vous écouter dans l'after, toujours sur RMC. Et dans d'autres émissions qui sont prévues? On a repris les After Lyon, là. Donc, c'est un quart d'heure spécifique l'OL qu'on enregistre tous les lundis et qui sont diffusés toute la semaine. Donc, il y a un After Lyon, un After Marseille et un After Paris. Voilà, les émissions. Et puis, en espérant que ça va vite reprendre au niveau du foot et qu'on ait du foot à raconter, des choses à raconter, des choses vues à raconter, parce que c'est vrai que vous, j'imagine, vous êtes impatient, mais moi aussi, je suis impatient de retrouver les terrains et puis vous essayer de faire partager au mieux ce que je vois et d'essayer d'être le plus juste possible en gardant l'humilité, de la distance et puis en essayant de ne pas me faire embarquer par parfois des moments un peu de folie dans le bon sens ou dans le mauvais sens par rapport au foot, parce que je trouve que c'est important quand même de garder les pieds sur terre et de garder une ligne de conduite et d'essayer d'expliquer au mieux aux supporters ce qui les fait vibrer et de leur expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants des choses. En tout cas, je serai toujours partant pour échanger et toujours partant pour essayer d'être le meilleur et de vous apporter ce que je sens le mieux, ce que je ressens le mieux et les infos que je peux avoir à l'instant T. J'essaierai d'être toujours le meilleur. Merci énormément. Merci ça à nous vous. a fait vraiment plaisir. Donc, À bientôt. À bientôt pour de nouvelles aventures. Hein. Et allez l'OL. N'hésitez pas, si vous avez besoin à un moment donné, je suis disponible. Merci énormément. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Monsieur G. Bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Au revoir.